tout vêtu de noir, c'est avec un regard noir et un cœur noir que je prends la parole. Je prends cette parole parce que je suis profondément touché. Touché par ce qui se passe dans mon pays. Touché par des vies fauchées. Par la jeunesse gâchée. Et par cette guerre qui est d'une stupidité illimitée. Dans les autres pays, on combat l'ennemi extérieur. Mais au Cameroun, on s'étire entre frères, entre sœurs. On achète des armes à l'extérieur pour s'entretuer à l'intérieur. Ainsi, la guerre dans des régions anglophones bat son plein. Lorsque le mois de septembre arrive, mois de rentrée scolaire, et à chaque fois qu'on prépare une élection présidentielle, il faut s'attendre à des bains de sang. Le Cameroun, ce n'est plus Rio dos Camaroes, rivière des crevettes. C'est une rivière de sang qui coule la Bamenda, qui coule la Boya, qui coule partout au Cameroun. La sale guerre. Lorsque vous demandez à un biaïste, à un supporter du parti au pouvoir, à ceux qui, d'ailleurs, sur des chaînes de télévision de Mille Collines, nous disent que leur vœu est de voir Biya régner ad vitam aeternam, l'argument qu'ils invoquent, qu'ils évoquent, qu'ils balancent, qu'ils exhibent comme un trophée est que nous ne voulons pas la guerre. Et d'ailleurs, même au palais de Toudi, les prélats vont là-bas, les marabouts vont là-bas, les chefs traditionnels vont là-bas, les notables vont là-bas, et c'est le même refrain qu'on entend. Nous voulons que les élections se passent dans la paix. On a même entendu un opposant dire qu'il n'y a pas de guerre au Cameroun. Même pas un opposant. Mais un ministre démissionnaire qui venait de rejoindre l'opposition. Et c'est comme ça qu'on brandit le bilan de Paul Biya. Havre de la paix. Et que ce sont les autres qui risquent de venir détruire le pays. Et pourtant, depuis 2014, on peut admettre cette guerre que le régime fait contre Boko Haram. Oui, tous les Camerounais étaient unis et sont d'ailleurs unis pour combattre Boko Haram. Mais cependant, cette guerre qu'on est parti déclencher depuis 2016, dans une partie du territoire camerounais qui pèse 20% de la population, cette guerre fait très mal à notre pays. Mais on ferme les yeux et vous disent que le Cameroun est un havre de la paix. Et pourtant, tous les jours, des civils,
des enfants, des écoliers, les soldats, dont nos forces de sécurité, nos forces armées, tombent comme des mouches. Mais de quelle paix s'agit-il alors? Le Cameroun n'est donc pas en guerre? Voilà donc la démonstration pour ceux qui font semblant de fermer les yeux sur ces horreurs. Vendredi, le 5 septembre 2025, eh bien, c'est un véhicule de l'armée camerounaise qui est tombé sur une mine. Un engin explosif improvisé. Vous avez dû regarder les images. Elles sont terribles. Des cerveaux éclatés. Des pattes, des pieds coupés. Le sang partout. Dans la broussaille. La voiture réduite en un amas de ferraille. Sur place, on parle de 7 morts. Et quelques heures plus tard, un autre est mort à l'hôpital. Ils étaient jeunes. Aucun n'avait encore atteint 40 ans. Et d'ailleurs, on voit parmi eux un jeune de 20 ans qui venait à peine de rejoindre l'armée depuis seulement 4 mois. Le voilà qui est parti. Dans la guerre, il n'y a pas d'ethnie. Il n'y a pas de tribu. Il n'y a pas de choix et surtout pour l'ennemi de chercher que tu es banni ou tu es bêtis. La preuve, le maréchal de logis a ici, lui aussi, il est tombé quelque temps après. Cette fois-ci à Limbe. Le premier attentat a eu lieu dans la région du sud-ouest Melende, vers Mouyouka, selon ce que je vois. Quelque temps après, les Ambazoniens ont encore frappé. Lorsqu'un tel coup arrive, dans tous les pays au monde, le chef d'État se déplace, puisqu'il est le chef des armées. Le chef du gouvernement mobilise ses équipes. Mais au Cameroun, pas un mot de Paul Biya, qui d'ailleurs ne s'est jamais déplacé depuis que la guerre a commencé au Nozo. Dans un pays normal, on se serait attendu à ce que les drapeaux soient en berne, que des émissions spéciales soient produites, que les procureurs ou alors le porte-parole de l'armée, du ministère de la Défense, que le porte-parole du gouvernement vienne éclairer l'opinion
rassurer les familles endeuillées. Aucune communication. Les images sont d'une horreur indescriptible, insupportable. Je ne peux pas me permettre de vous mettre dans le champ. Je ne peux pas vous les montrer, mais juste l'arrivée de quelques survivants leur cri de détresse je ne peux pas vous montrer des images pour la dignité humaine. Écoutez seulement. Certains seulement. Que bien toucher seulement. Tout seulement. Les gens partaient de les c'était un costaud de mine. Tous les gars qui regarde le ventre. Avant comme s'ils se battaient. Ils ont tiré. Avant la mine, après la mine. Non. Oui. C'était juste un petit extrait. Je vous ai dit, ces images sont choquantes. Le problème, c'est que ce n'est pas la première fois qu'on voit cela. On nous a dit que la guerre était terminée, que les élèves pouvaient reprendre les classes, que les routes étaient en sécurité totale. Oui, c'est ce qu'on nous a dit. C'est la même chose qu'on nous avait dit en septembre 2018, juste à la veille des élections. Dans la nuit du 26 au 27 septembre 2018, exactement à Limbé, des hommes armés étaient même entrés dans un commissariat. Et ils sont tirés. Au total, il y avait 8 morts, dont 2 policiers. Le lendemain, c'est un chauffeur de bus qui était abattu. Combien de victimes actuellement des forces de sécurité? Bientôt 1800. 1800 innocents. Pour un conflit entre enfants d'un même pays. Mais ce sont les enfants des pauvres qu'on envoie là-bas au front, qu'on sacrifie. Vous ne verrez pas le fils d'un ministre là-bas, le fils d'un directeur général là-bas. Ce sont les enfants des pauvres qui d'ailleurs économisent de l'argent pour rentrer dans l'armée ou dans la police. C'est eux qu'on envoie et on leur dit, vous êtes des patriotes. Pendant ce temps, leurs enfants, on les voit comme Brenda Pia, boire son vin, boire son whisky, chanter, jouer sa vie, dilapider des millions. Elle était à l'ENAM, tout comme Junior Bia. Ils n'ont même pas accepté de faire une formation militaire d'un seul jour.
mais on leur a donné des diplômes. Ceux qui disent qu'ils sont patriotes, qui nous apprennent toutes les leçons. Avez-vous vu un haut gradé se faire aussi déchiqueter comme ses enfants? Non. Ils sont couchés chez eux. Ils sont dans des bureaux climatisés. D'autres sont à Bastos. Là, il y a le QG du Bir. Ce sont les enfants des pauvres qui sont envoyés en brousse. C'est eux qui sont sacrifiés. On les appelle des sacs à dos. Et les autres, eux, c'est du fascio. Ils sont dans les bureaux. Et vous avez vu comment on leur a donné des galons. Des généraux qui n'ont jamais mis pied sur un terrain. Vous vous rendez compte? Un type, par exemple, comme Fouda. Il n'a jamais dirigé une unité. Il ne connaît même pas tirer sur une arme. Comme vous avez vu un certain colonel, à une certaine époque, là, Ventru, Joufflu et consort. Je ne parle plus de lui, c'est terminé son époque. Mais comment se peut-il que ces gens réussissent à porter les galons des généraux étant dans des bureaux? Mais on récompense des gens par rapport au travail qu'ils font sur le terrain. Mais regardez tous les nouveaux généraux. Au trop 2 ou 3 ont déjà été sur le terrain. Les autres, ils sont dans des bureaux. Ils font leur marché public. Ils gagnent des milliards. Nos officiers supérieurs sont des milliardaires. Oui, milliardaires parce qu'il y a l'industrie de la guerre, où ils gagnent avec des ministres. Combien de fois on a demandé à nos autorités de s'asseoir sur la table des négociations. Eux qui sont prompts à aller négocier avec Boko Haram pour verser des milliards, pour libérer les otages. Mais avec le peuple, ceux-là qui revendiquent tout juste parfois certaines choses, telles que les infrastructures, telles que, par exemple, l'aéroport de Tico, qui existait depuis fort longtemps et qui, aujourd'hui, n'existe plus. Ou comme les banques locales, ou même la justice où les gens doivent, demandent au moins qu'il y ait des juges qui parlent anglais. De simples choses qui ont déclenché la guerre. Et chaque fois que la communauté internationale, d'autres, ont voulu demander à Biya de régler ce conflit, eh bien, ceux qui sont autour de lui et lui-même, ils disent, la paix régnera par la force, force à la loi. On dépense des milliards. On dépense des vies humaines. Notre économie est en train de flancher. Combien de déplacés? Plus de millions. Combien de morts? Au départ, une affaire bénigne, tout comme un cancer devient une tumeur maligne. Et pourtant, beaucoup d'acteurs ont voulu intervenir pour trouver une solution. Et même les ambazoniens ont voulu déposer les armes. Mais le régime Biya a carrément refusé. Ce régime despotique préfère maintenir
une guerre inutile. Mesdames et messieurs, je vais vous faire écouter un entretien qui est intervenu juste après cet événement. J'ai dû contacter Ben Modo. Pourquoi Ben Modo? Parce que c'est un acteur qui connaît la genèse des faits de cette guerre et qui a proposé aussi des solutions parce qu'il a rencontré des leaders amazoniens. Mais en fin de compte, personne au palais d'études ne voulait la fin de cette guerre. Écoutez cet entretien. Bonsoir, monsieur Ben Modo. Bonsoir, Gilles. Nous venons d'apprendre que 7 voire 8 soldats camerounais viennent de tomber suite à un engin explosif posé par des Amazoniens qui par la suite ont vraiment tiré à bout portant et les dépouilles sont pratiquement ensanglantées. C'est l'horreur totale. Avez-vous un commentaire à faire? Bon, je dis que, encore une fois, cette guerre est la volonté du régime Biya. Que les Camerounais et les Camerounaises continuent de mourir, c'est la seule volonté de monsieur Biya et de ceux qui le secondent. Il y a quelques semaines, je ne sais pas si vous l'avez suivi, le monsieur Thabo Mbeki, ancien président de l'Afrique du Sud, a très bien déclaré devant la face du monde qu'ils avaient, lui et quelques-uns de ses collègues à l'Union africaine, essayé de résoudre le problème de l'Amazonie. Et d'après les mots du président Mbeki, il dit clairement que M. Paul Biya n'était pas intéressé. Donc, ça, c'est le cas du président Thabo Mbeki qui déclare à la face du monde que le régime Biya n'était pas intéressé lorsque lui et ses collègues ont essayé d'aider le Cameroun à résoudre cette guerre. Bon, ça c'est son cas. Je peux vous parler de mon propre cas. Allez-y. Où il y a environ 1 an et demi, oui. Je suis approché par des leaders de l'Amazonie. Je vais taire les noms, juste par souci de sécurité, en tout cas pour le moment. Et ces leaders me présentent un plan de paix. Oui. J'arrive quelques jours plus tard à Yaoundé et puis je rencontre le ministre concerné et je lui soumets le plan. J'en parle également à la présidence de la République qui me renvoie chez le ministre concerné. Qui est le ministre concerné pour nos téléspectateurs? Pour le moment, permettez que je ne vous dise pas son nom. Mais c'est le ministre qui s'occupe des histoires de négociations avec les Amazoniens. Oui. Vous comprenez un peu? Oui. Donc c'est lui qui est en charge de ce dossier. Je vais le voir et je lui dis voilà le plan et nous discutons de cela. Nous en discutons. Et il me dit que bon voilà, il me revient. Et quelques jours plus tard, il me revient et me dit, bon, voilà, il est tard pour la paix. Alors, la question que moi, je me suis posée, c'est que comment les enfants d'un pays se sont fâchés à un moment pour des raisons valides
et qui ont donc pensé que parce qu'on ne les écoutait pas, bon, peut-être qu'il fallait qu'ils parlent plus fort. Maintenant, ces enfants décident qu'ils ne veulent plus lutter, ils ne veulent plus la guerre, ils reviennent vers leur leader pour dire, bon, faisons la paix. Comment se fait-il que ce sont les leaders d'un tel pays qui décident que non, il est tard pour la paix? La réalité est qu'il n'est jamais tard pour la paix. Et c'est pour ça que nous appelons cette bataille, cette lutte qui est en train de continuer, c'est la lutte du régime Biya, c'est le génocide, le crime contre l'humanité que le régime Biya est en train de perpétrer dans le Nozo. Parce que ce régime sait que s'il voulait la paix, il y aurait la paix. Je vous ai parlé de mon expérience à moi, personnellement, que le dossier a été soumis, la proposition a été soumise. À moi, on m'a dit il est tard pour la paix. À Thabo Mbeki, c'est ses propres mots. Il dit le président n'était pas très chaud pour la paix. Alors, comment se fait-il qu'on peut passer le temps à dire aux Camerounais tel président, le président Biya est un président de paix, mais quand on aime la paix, on fait les choses pour qu'il y ait la paix. Donc pour nous, les données sont très simples. C'est que ce régime a décimé les Camerounais, continue de décimer les Camerounais, et ce régime sera tenu pour responsable. Parce que ceci est un crime contre l'humanité. Des dizaines de milliers de Camerounais sont en train de souffrir à cause de ces régimes, et nous allons nous rassurer que la Cour pénale internationale est saisie du dossier une bonne fois pour toutes et que les responsables payent. Et ce crime contre l'humanité que nous voyons aujourd'hui dans le Nozo est également en train de se préparer, parce que lorsque le candidat de l'opposition aura gagné l'élection dans quelques semaines, il ne fait pas de doute pour nous que le régime Biya fera ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire massacrer son peuple. Et ce ne sera que la continuité de ce crime contre l'humanité. Et nous avons passé le temps au cours des dernières semaines à avertir le monde entier et dire regardez bien, regardez du côté du Cameroun. Ce régime tue son peuple, maltraite son peuple, il faut que quelque chose soit fait. Alors, mais Ben Modo, vous étiez justement très proche de ce régime. Et d'ailleurs, au début de cette crise, vous avez été saisi par l'ancien directeur du cabinet civil, selon nos informations, à savoir M. Bellinguet Boutou. Qu'en était-il exactement? Vous pouvez nous donner des détails sur ça? Il se trouve, j'y pointe que je suis à Bamenda au moment où l'une des plus grandes émeutes de la ville a lieu. Et à l'époque, je travaillais, on faisait la construction du stade de Bamenda. Oui. Alors, pour la petite histoire, M. Bellinguet Boutou est un parent à mon ancienne épouse. Donc, avec lui particulièrement, j'avais plutôt des relations familiales. Donc, pas professionnelles du tout, mais familiales. C'était un père et un peu comme son enfant. Alors, je suis à Bamenda et il y a un cas au tribunal. Le cas qui se passe au tribunal est que deux parties ont un souci. Oui. L'une des parties est une partie anglophone qui ne comprend pas très bien français, et l'autre partie est une partie francophone qui ne comprend et ne parle pas très bien anglais. Mais nous sommes à Bamenda. Oui. Et le président du tribunal, qui est chargé de juger l'histoire, lui ne comprend pas très bien anglais. Donc, il parle en français, les parties parlent chacune dans leur langue, et puis ils font un jugement qui donne raison à la partie francophone.
Alors que tous ceux qui avaient suivi l'histoire étaient unanimes qu'il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait gagner ce procès, c'était la partie anglophone. Vous comprenez un peu? Je comprends. Il décide donc de donner raison à ceux qui parlaient la langue qu'ils comprenaient le mieux. Il y a donc comme une révolte au tribunal. Les jeunes, les personnes qui étaient là se révoltent. Avant que ça n'arrive au centre de la ville, ça avait déjà tourné à une très grande meute. Alors, je demande qu'est-ce qui se passe, on m'explique le problème, et immédiatement, à partir du stade de Bamenda, qui est au centre de la ville, je prends mon téléphone et j'appelle le ministre directeur du cabinet civil. Oui. Je lui explique le problème pour lui dire, voilà ce qui se passe, il y a une meute ici, voilà ce qui est en train de se passer. Il me pose la question, ça a commencé comment? Je lui explique exactement ce qui m'avait été expliqué. Et il me dit, fais un mémo et puis tu me l'envoies. Je dis, ok, et je m'assois et je fais rapidement un mémo que je lui envoie séance tenante. Oui. Je me rappelle quelques minutes plus tard, avec quelques questions, je réponds à ces questions et bon, il dit ok. Quelques jours plus tard, lorsque je suis à Yaoundé, il me fait venir pour me poser la question, mais le rapport que tu as envoyé, est-ce que ce rapport est un rapport véridique? Est-ce que vraiment c'est ce qui s'est passé? Je lui dis oui, c'est ce qui s'est passé. J'ai expliqué dans le rapport tous les détails. Alors, il prend un rapport fait par M. Atangandji, qui à l'époque était, je pense, au Conseil sécuritaire, quelque chose comme ça, à la présidence de la République. Oui, secrétaire national. Oui. Donc, il présente le rapport que je lis et je lui dis, Monsieur le ministre, ceci c'est de la fabrication tout entière. Ce qu'il dit, ce n'est pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce que lui dit Atangandji dans son rapport? Monsieur Atangandji présentait la situation comme étant quelques voyous qui voulaient perturber l'ordre public et qui se sont donc retrouvés en train de faire mêler tout le monde, un peu une grande partie de la population, à leurs problèmes privés, à leurs tentatives de vol. Et moi, je lui dis, mais monsieur le ministre, il n'y a pas de tentative de vol. Et puis ces gens, ce n'est pas ce que le ministre en dit, le monsieur en dit. La réalité est celle que je vous ai expliquée. C'est quelque chose de sérieux. Et bon, il me dit, voilà le rapport qui a été présenté au président de la République, qui a été fait par un fils de cet endroit. Donc, le président pense qu'il connaît mieux le problème que moi. Donc, voilà comment des gens ont inventé une guerre qui n'existait pas au début. Et nous disons des personnes comme M. Atangandji, qu'on appelle d'ailleurs Moulinex, et qui se vante de mentir au peuple, de détruire le peuple. Dernièrement, il s'est vanté de faire fouetter le peuple. Des personnes comme celle-là répondront de leurs actes à la Cour pénale internationale. Et nous pensons que le temps est venu pour que ça se passe. Il ne faut pas supporter de telles choses beaucoup plus. Il est temps que ça change. Oui, mais cependant, quand on regarde la genèse de la crise anglophone, on parle surtout de la grève des avocats. Où est-ce que se situe la grève de ces avocats-là qui... La grève des avocats vient après l'événement dont je suis en train de vous parler. Oui. Parce que les avocats, eux, qui étaient beaucoup plus habitués à ce problème, ont compris qu'en réalité, il fallait traduire un certain nombre de documents, il fallait traduire un certain nombre de lois pour permettre à ce qu'il y ait que des personnes de langue anglaise ne soient pas obligées de fonctionner avec des documents francophones, ainsi de suite. Donc, l'événement dont je suis en train de vous parler arrive un peu avant. Et
Et à l'occasion, ça fait partie des choses que j'avais expliqué à M. le ministre directeur du cabinet à l'époque, je lui ai expliqué qu'il n'est pas possible que vous avez un responsable de l'administration de l'État qui se retrouve dans une zone anglophone, ne peut pas de manière effective communiquer avec ses administrés. Parce que lui leur parle une langue, les administrés parlent une autre langue. Et c'est tout ça qui participe de la frustration des populations anglophones. Vous ne pouvez pas envoyer des responsables à certains endroits qui ne comprennent pas la nature des problèmes que vivent les populations, ne parlent pas la langue de ces populations. Ça ne peut que cultiver le sentiment d'une colonisation ou d'une recolonisation. Imaginez un peu un instant qu'il y ait quelqu'un qui parle allemand et qui arrive au Cameroun et qui doit prendre certaines décisions. Alors, la personne parle allemand, vous parlez français et vous allez vous comprendre comment. Le sentiment sera, si on vous oblige à apprendre une langue qui n'est pas la vôtre à la base, votre sentiment sera un sentiment de révolte. Et en cela, nous disons que la politique de M. Biya a créé, a sémé les germes de la révolte anglophone et continue de le faire encore aujourd'hui. Si le régime avait été un régime juste, il y a des problèmes qui n'auraient pas existé à ce jour. Alors, justement, le régime Biya parle de la paix et ils ont d'ailleurs organisé un dialogue national. Est-ce que ce n'est pas contradictoire? C'est très contradictoire. Je vous prends un autre exemple pour vous montrer clairement que ce régime ne veut pas la paix. Pour mettre un peu de la poudre aux yeux des gens, il crée, il y a quelques années, une commission. Oui. Et ils ont appelé cette commission une commission de reconstruction. Oui. Nous sommes 2 ou 3 ans plus tard. Avez-vous connaissance de quelque chose que cette commission a construit ou reconstruit? Pas pour l'instant. Donc, vous avez un régime qui est spécialisé dans l'art de mentir, de tromper le peuple camerounais. Si vous aviez en place un régime décidé à reconstruire le Nozo serait reconstruit ce jour. Si vous aviez un régime qui voulait vraiment faire ce qu'il dit qu'il veut faire, les choses seraient différentes. Comment voulez-vous que les enfants qui ont pris les armes il y a quelques années, à qui on a dit, bon, on va reconstruire telle chose, on va faire cela, comment se fait-il que jusqu'à ce jour, 8 ans, 7 ans plus tard, 9 ans plus tard, aucune de ces choses n'est faite? Comment est-ce que vous voulez que ces enfants puissent faire confiance à l'État du Cameroun, au régime de M. Biya? Ils ne peuvent pas parce qu'ils se sentiront floués. Quand on veut la paix, il y a des choses qu'on fait. Ce que le régime Biya fait n'est pas des choses pour des gens qui veulent la paix. Ils disent qu'ils veulent la paix, mais font des choses qui amènent la guerre. Oui, Ben. Une autre de ces choses, c'est ce qui se passera le 12 octobre. Oui, Ben Moudou, avant d'aller sur le 12 octobre, on sait néanmoins que avec le régime Biya, vous avez gagné avec votre entreprise Prime Promotac quelques marchés. Cela veut dire, et on nous a dit que vous étiez proche de celui qui représente actuellement Paul Biya et qui signe à sa place, à savoir Ferdinand Ngongor. Est-ce que vous ne lui avez pas soumis ce dossier-là? Nous, on n'est pas proche de M. Ngongor. Il faut, quand on dit proche, on sous-entend qu'on est amis. Nous ne sommes pas amis. La réalité est que nous venons au Cameroun. Celui qui m'introduit au Cameroun s'appelle Michael Oza, ambassadeur des États-Unis en République du Cameroun. C'est Mike qui
amène notre dossier à la présidence de la République. Oui. Parce que, à l'époque, les États-Unis intervenaient au nord du Cameroun dans la guerre contre Boko Haram. Et il y avait donc une base à Garoua, une base américaine à Garoua. Et le souhait de l'ambassadeur des États-Unis était que pour que, comme il y a des chantiers qui allaient se faire, il était bon que ces chantiers-là, quelques-uns, soient donnés aux entreprises américaines. Surtout que, quand nous on arrive, on travaille d'abord avec la FECAFOOT, et on découvre dans la FECAFOOT que, bon, c'est un panier de voyous sur place, avec un monsieur Tombi qui voulait qu'on lui donne 165 millions de francs CFA pour qu'il nous donne les garanties requises par le contrat. Il y a donc eu conflit à ce moment-là. C'est l'ambassadeur qui va accuser monsieur Tombi chez monsieur Biga. Il faut préciser qu'à cette époque, Tombi Aroko est le président de la Fédération camerounaise de football. Continuons. Exactement. Exactement. Donc, c'est l'ambassadeur fâché de ce qui s'était passé. Il va donc se plaindre au niveau du président de la République directement. Le président lui promet donc que, bon, voilà, il faut nous envoyer quelques entreprises qui vont travailler dans le cadre de la CAN. C'est comme ça que notre dossier est inséré dans la CAN. Et chaque fois que nous sommes allés à une réunion à la présidence de la République, nous sommes allés avec des responsables de l'ambassade des États-Unis au Cameroun. Oui. Chaque fois. Pendant les négociations, nous ne nous sommes jamais retrouvés avec les responsables camerounais sans l'équipe de l'ambassade. Il y avait à peu près 7 ou 8 personnes à chaque réunion qui venaient. Et la majorité de ces réunions étaient conduites par M. Darren Smith, qui à l'époque était donc le chargé économique de l'ambassade des États-Unis. Voilà comment ça se passe. Et quand on tombe d'accord, on signe un PV. Tout le monde signe le PV. La présidence de la République signe le PV. Un représentant de l'ambassade, M. Darren Smith, signe le PV. Un représentant d'Exil signe le PV. Il y avait une banque locale associée. Cette banque signe le PV. Et 19 ministères signent le PV. Donc ça s'est passé au vu et au su de tout le monde. Sauf que, malgré cela, la commission de la task force a quand même décidé de donner le marché à une société chinoise appelée Chanxi. Donc, lorsque nous on apprend que malgré l'effort de l'ambassadeur, malgré toutes les réunions, une dizaine de réunions de notre société accompagnée des autorités de l'ambassade des États-Unis, que la task force a quand même choisi d'envoyer une société chinoise à Garoua. Quand nous on apprend ça, on remonte rapidement l'information à M. Michael Rosa, l'ambassadeur, qui décide donc de faire jouer ses relations. Il appelle le président. Et rapidement, un ordre est donné pour que le marché nous soit relié à nous. C'est comme ça que pendant qu'ils sont encore dans la salle de la task force, en train d'octroyer le marché. Il faut se dire que c'est Ferdinand Ngongo, secrétaire général de la présidence, qui présidait le président de la task force. Voilà. Donc, pendant qu'ils sont encore en train de le faire, le président leur donne donc l'instruction de donner le marché à la société américaine. Monsieur Ngongo passe donc cette instruction à son vice-président et quand son vice-président dévoile cela au reste de la commission, les membres de la commission, une vingtaine, qui ne comprennent pas tout ce qui s'est passé par derrière, arrivent à la conclusion que ça doit être une histoire qui s'est passée entre M. Benmodo et M. Ngongo. J'avais jamais vu M. Ngongo avec mes yeux. Jamais. J'ai vu M. Ngongo pour la première fois en face pendant que l'ambassadeur était là. Mais vous étiez aux États-Unis avec Ngongo? Oh, je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu aux États-Unis.
Et puis, j'étais pas très intéressé par ce qui se passait là-bas, donc je l'ai vraiment jamais vu. Nous ne nous connaissons pas, nous nous sommes connus à Yaoundé, et nous nous sommes retrouvés dans une situation où Lokan Motazé, ministre des Finances, qui tirait sur nous injustement, nous a mis dans un même panier avec M. Mbongo. Alors, nous étions dans l'obligation de nous défendre, nous nous sommes défendus, mais notre défense a donné l'impression aux gens que, bon, voilà, si nous, on se défendait, on était plutôt en train de défendre M. Mbongo, alors que c'était faux. Alors, nous, on se défendait pour dire aux Camerounais, nous ne connaissons rien dans cette histoire. Nous ne connaissons absolument rien. Voici comment nous sommes arrivés et voici comment nous travaillons. Et c'est la vérité qui a été dite aux Camerounais. Si je comprends donc bien, vous êtes originaire du Cameroun, mais vous êtes aussi citoyen américain. Mais cependant, on constate quand même que, selon un rapport de International Crisis Group, il y a déjà eu 6 000 morts dans la crise anglophone. Et il y a aussi plus que cela. Voilà, plus d'un million. Plus que cela. Il y a des rapports qui font état d'à peu près 38 000 morts. 38 000 morts. 38 000 Camerounais décédés à ce jour par la faute du régime Biya. Plus de 105 000 personnes déplacées dans cette guerre qui touche des personnes qui n'avaient jamais pensé qu'elles se retrouveraient sans logement. Ça, ce n'est pas... Là, vous avez même diminué. Il y a plus d'1 million de personnes qui ont fui leur domicile, selon encore ce rapport. Vous voyez? Vous voyez? Donc, ce qui fait que on se retrouve dans une situation où... Mais il n'y a pas de plus grand crime que cela. Quand on dit que le régime Biya est régime qui perpétue le crime contre l'humanité, c'est de cela dont on est en train de parler. Comment pouvez-vous imaginer la peine infligée à des centaines de milliers de personnes par la volonté d'une poignée d'individus? Nous disons, cette guerre n'avait pas besoin d'être. N'eût été l'arrogance du régime Biya, cette guerre n'aurait jamais eu lieu. Cette guerre est une guerre voulue par des personnes, des membres de l'administration Biya, et ces personnes, il est temps que ces personnes payent. Justement, dans cette liste-là, des personnes qui, dans une mouture, ou plutôt un rapport que vous avez adressé, bien sûr, aux autorités américaines, il y a au moins 47 personnes qui sont incriminées. Alors, oui, concrètement, où en est-on et pouvez-vous nous expliquer exactement en quoi consiste cette procédure? Alors, je vais faire très simple, Gilles, parce qu'il faut que les Camerounais comprennent ce qui se passe exactement et pourquoi nous sommes bloqués. Les États-Unis ont changé d'approche politique. C'est-à-dire que pour justifier une intervention, il faut que ça corresponde aux intérêts américains. C'est-à-dire que les États-Unis ne veulent plus faire partie des conflits qui ne les regardent pas. Parce que les États-Unis estiment que l'administration Trump qui a été élue pour créer des emplois aux États-Unis et amener la prospérité au peuple américain. Il y a donc une instruction de l'administration Trump qui dit que il faut travailler avec les gens qui veulent travailler avec nous. Donc, ce n'est plus le type d'administration des démocrates qui parlait de tout et qui s'immisçait dans tout. Là maintenant, il y a une administration aux États-Unis pour qui il faut un intérêt américain que l'Amérique fasse des choses qui ne la concernent pas. Vous comprenez un peu là où je suis en train d'aller? Oui, mais... C'est dans ce sens-là que nous avons dit,
nous sommes une société américaine au Cameroun. Oui. Il y a 2 sociétés américaines de notre groupe. Au Cameroun, nous subissons l'injustice du régime Biya et nous avons proposé qu'une convention soit signée pour faire entrer un certain nombre de sociétés américaines dans le cadre d'un projet que nous avons appelé le corridor maritime Edea-Kousséry. Oui. Parce que ce projet, lorsqu'il est signé avec les leaders de l'opposition, ce projet-là créera non seulement 5 millions d'emplois au Cameroun, mais il créera aussi 20 000 emplois aux États-Unis. Vous comprenez très clairement que la signature d'un tel projet cimente l'option d'un intérêt américain majeur. Est-ce que le régime Biya peut donc accepter cela? Non, le régime Biya n'aime pas les sociétés américaines. C'est pour ça que nous avons approché les sociétés, l'opposition camerounaise, pour dire à l'opposition camerounaise, nous voulons travailler au Cameroun, mais il faut que le terrain soit plat. Donc permettez-nous de travailler. Malheureusement aussi, du côté de l'opposition camerounaise, tous les leaders auxquels nous avons parlé ont purement et simplement rejeté l'option. Certains nous ont dit, comme M. Chiroma, qu'il ne veut pas qu'on pense qu'il a vendu le pays aux Américains. Nous avons essayé de lui faire comprendre que vous ne vendez pas le pays aux Américains. Vous faites un partenariat simplement avec des sociétés américaines. Il y a des milliers de sociétés françaises au Cameroun. Pourquoi n'y aurait-il pas une centaine de sociétés américaines? Donc, plus exactement, il y a 200 sociétés françaises qui revendiquent 15 000 emplois. Exactement. Nous disons une centaine de sociétés américaines, nous allons créer 5 millions d'emplois au Cameroun. Alors, pourquoi l'opposition camerounaise refuse jusqu'à ce jour de saisir une telle opportunité? On ne comprend pas, je dis point, on ne comprend pas, et moi qui vous parle en ce moment, je suis totalement confus que tous les leaders de l'opposition auxquels nous avons présenté cette idée, soit ont purement et simplement rejeté. Dans le cas de l'UNDP, nous avons appris, il nous a été dit, qu'il y a une plateforme entre l'UNDP et le RDPC et que cette plateforme, le fait que le candidat de l'UNDP soit candidat à cette élection présidentielle ne remet pas en cause la plateforme signée entre les deux leaders du RDPC et de l'UNDP. Et donc, il était peine perdue pour nous d'essayer de pousser une option drastique. Il y a d'autres leaders, par exemple le leader, je ne sais pas de quel parti, M. Mouna, qui a rejeté l'option qui lui a été présentée, parce que dans l'option qui est présentée, nous disons que, parce que tous les candidats n'ont pas reçu justice du Conseil constitutionnel, notre proposition, lorsque nous parlons aux candidats, nous leur disons il faut permettre qu'il y ait une nouvelle élection dans un futur très proche, de sorte que les Camerounais puissent élire président la personne ou les personnes qu'elles veulent. Donc, le conseil que nous donnons à ceux avec lesquels nous voulons travailler, c'est que n'acceptez pas ceci en vous disant vous voulez être président éternellement ou vous voulez être président pour 7 ans. Réduisez votre mandat. Nous pensons que c'est raisonnable, une période de 24 mois ou de 36 mois maximum, pour que le peuple ait à mi-parcours l'opportunité de s'élire les leaders qu'il veut. Revenons donc d'abord à la crise anglophone, puisque c'est elle qui actuellement déchire le Cameroun et qui fait d'énormes dégâts.
il y a eu des approches sur le plan international, à savoir par exemple la médiation suisse, puis la médiation canadienne, qui toutes ont échoué ou sont restées au point mort-né. Vous, quelle était vos approches? Si déjà des grandes puissances comme ça n'ont pas réussi à pouvoir mettre la paix dans le Nozo. Je ne pense pas qu'on peut dire qu'elles n'ont pas réussi. C'est que le pouvoir de Yaoundé a refusé la paix. Moi, je regarde l'affaire avec deux expériences que je vous ai citées. L'expérience de M. Thabo Mbeki, qui dit avoir proposé à M. Biya une solution. M. Biya n'était pas chaud. Mon expérience personnelle, où j'ai reçu une proposition qui a été proposée, M. Biya et son régime n'étaient pas chauds. Et quelle était concrètement votre proposition? La proposition des Ambazoniens était simple. Ils voulaient, un, arrêter la paix. Arrêter la guerre. Deux, arrêter la guerre. Arrêter la guerre. Oui. Arrêter la guerre. Deux, qu'il y ait une réhabilitation complète de toutes les personnes qui ont été indexées. C'est-à-dire que les personnes qui ont été, soit été condamnées, soit qui sont encore en train de combattre, qu'il y ait une sorte d'amnistie pour tout le monde, de réhabilitation pour tout le monde. Est-ce qu'il n'y a pas déjà des camps de réhabilitation, de désarmement, et justement, dans ces régions-là qui ont été instaurées par le régime Biya? Bon, ça c'est comme d'habitude. Lorsqu'on veut faire quelque chose dans le régime Biya, on vous fait de la poudre aux yeux. Et on vous donne l'impression qu'on veut quelque chose, mais on ne va pas au bout de sa logique. Les camps qui existent et Je m'arrête là. C'est un entretien fleuve avec Ben Modo, comme je vous ai donc dit, qui, bien sûr, a travaillé longtemps avec le régime Biya et qui faisait des mémos pour Paul Biya en passant par Bellingue et Boutou. Et qui, justement, a été aussi en contact avec des leaders ambazoniens qui voulaient déposer les armes. Entretien fleuve que vous allez retrouver d'ailleurs sur ma chaîne YouTube certainement d'ici à quelques jours ou demain, où vous trouverez encore beaucoup d'autres révélations. Une chose est sûre, c'est que tous les témoignages nous disent, nous confirment, qu'il y a des ministres dans le gouvernement, donc d'abord à Tanganji, ou encore Ngongo, puisque sans les citer nommément, ils dénoncent, qui ont tout fait pour charcuter tous les plans de cesser de feu, ou plutôt de paix qui ont été mis là-bas. Mais ils ne sont pas seuls, comme on dit qu'il y a aussi beaucoup de hauts gradés. Il y a beaucoup d'argent qui a circulé. Nous allons d'ailleurs vous proposer une autre enquête qui viendra un peu plus tard, tout de suite, après, où vous allez découvrir encore la cruauté, les manigances de ces régimes inhumains. Lorsque les anglophones, aujourd'hui, demandent donc le retour au fédéralisme, le régime n'a pas voulu. Le régime a utilisé la force. Et finalement, l'idée de la sécession est arrivée. Parce que cette zone était marginalisée. Aujourd'hui, c'est le même cas qui se trouve avec le Grand Nord, où on constate que c'est une région qui a porté totalement Paul Biya chaque fois pour qu'il puisse continuer à dominer, à régner. Mais cependant, c'est une région qui n'a pas profité, qui n'a pas eu les fruits, qui n'a pas été récompensée. Et cette région, aujourd'hui,
est presque en état de révolte avancée. D'aucuns ne veulent même plus entendre parler du RDPC. Et l'élection de 2025 risque de créer une véritable fissure, une véritable scission qui risque d'aboutir aussi à une nouvelle sécession.